L'Iran vient d'utiliser pour la première fois ses drones kamikazes Hadid 110, c'est à ça que ça ressemble. Des drones capables d'atteindre des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 510 km/h. Dotés d'une signature radar extrêmement faible, ils parviennent à échapper à une large partie des défenses occidentales. Comparé au Shahed 136 qui inquiète déjà l'Occident, le Hadid 110 s'impose comme le plus dangereux et le plus difficile à détecter dans la majorité des scénarios actuels, en particulier face à des systèmes de défense avancés. Ses principales cibles potentielles incluent les systèmes de défense aérienne, les radars, les centres de commandement et les infrastructures militaires critiques. Il incarne une nouvelle génération de drones iraniens conçus spécifiquement pour exploiter les faiblesses du Shahed 136 face aux dispositifs anti-drones modernes. Le Hadid 110 serait capable d'échapper à la détection de certains radars embarqués, de chasseurs ainsi qu'à certains avions de surveillance, tout en frappant avec précision des infrastructures critiques le long des côtes occidentales du golfe Persique. Le choix d'ogives plus légères permet en outre d'augmenter significativement la portée de frappe, repoussant la menace plus profondément en territoire adverse sans nécessité d'ajout de carburant, ce qui renforce encore sa portée stratégique. L'Iran mènera à l'OTAN et l'entité une véritable guerre asymétrique. L'Iran vient de réaliser un exploit en construisant sa première centrale géothermique. L'Iran prouve au monde qu'elle ne se limite pas simplement dans l'industrie militaire avec des vecteurs destructeurs. Dans la région de Sabalan, l'Iran fait sortir sur terre une centrale de 5,4 MW et pourrait être poussée à terme à un potentiel de 250 MW. Pour rappel, les entreprises européennes avaient abandonné ce projet en Iran dû aux sanctions américaines dans le pays. Au départ du projet, il n'était pas question de mettre sur pied une centrale géothermique. Mais par la suite de l'abandon des entreprises européennes, les ingénieurs iraniens ont plutôt opté pour la technologie géothermique. Ils ont utilisé la technologie de forage pétrolier pour atteindre la matière volcanique dissoute à une profondeur de 3 km sous terre, où nettement les températures dépassent les 240-250 degrés Celsius. L'eau dépressurisée se transforme ensuite en vapeur à la surface pour entraîner les turbines et produire de l'électricité. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas nouveau pour l'Iran, qui notamment, il faut le rappeler, produit un chiffre de plus de 250 000 ingénieurs par an. Si cette prouesse surprendrait d'autres, pour l'Iran, il n'en est pas ainsi. Et à rappeler que ceci pourrait être une première dans le monde. L'admiral Nakhimov est de retour. Après plus de 30 ans d'absence, 3 décennies, mesdames et messieurs, ce que la Russie prépare va choquer le monde. Le navire de guerre le plus armé au monde a refait surface et il est estampillé Made in Russia. Mesdames et messieurs, ce que la Russie est en train de préparer, je le dis, va choquer le monde. La Russie est en train d'aligner tout comme des planètes pour une opération qui va choquer le monde. Du côté nord de l'Ukraine, ça craint l'armada russe qui est stationnée là-bas, prêt à entrer en scène pour faire basculer totalement l'Ukraine. Après plus de 30 ans de rénovation, la Russie annonce la remise en service de l'admiral Nakhimov. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de navire armé au monde comme ce navire, nucléairement parlant, avec tout type d'armement possible. C'est le navire dit le plus armé au monde. Et pourquoi la Russie choisit ce moment précis pour sortir de son armoirie tout son artillerie, mesdames et messieurs? La situation est grave. Depuis 2022, on a accusé Vladimir Poutine d'une patience trop excessive. En 2026, signe peut-être la fin de la récréation. Tout est fin près du côté russe, les annonces fusent de partout. Mais on ne va pas oublier que depuis 2005, Vladimir Poutine avait annoncé la modernisation complète de l'armée russe. Il n'y a pas de cela quelques mois, Vladimir Poutine a annoncé la fin de la modernisation complète de l'armée russe. Alors que la Russie vient de faire cette annonce qui va choquer les États-Unis et le monde occidental de la remise en service du navire le plus armé au monde, il est complètement équipé et autonome au combat. Il est non seulement le navire le plus armé au monde, mais également le navire de guerre le plus rapide au monde. Après la mise en service du Sarmat, de l'Oreshnik, du Bureveshnik, mesdames et messieurs, cette fois-ci,
la Russie complète du côté de la marine en annonçant la mise en service de sa flotte maritime ayant à sa tête l'admiral Nakhimov. Ça va barder. Ce que la Russie prépare, l'ennemi n'est pas sûr de supporter. L'Iran réplique à la hauteur des salves américaines. La réplique est de taille. Mesdames et messieurs, les États-Unis, depuis 5 jours, n'ont pas cessé de pilonner tout le territoire iranien. Et au passage, hier, ils nous ont parlé encore des pourparlers. Entre-temps, la réplique iranienne est sans pitié. Elle est à la hauteur des salves américaines. Le Koweït se plaint qu'une centrale électrique a été foudroyée par un missile iranien. Beaucoup se posent la question, mesdames et messieurs, pourquoi l'Iran n'attaque pas directement les États-Unis sur le territoire américain et ne fait que pulvériser les infrastructures de ses voisins. Mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier de le dire, les intérêts américains dans la région du Golfe Persique sont au moins un 15e de l'économie américaine. Donc, lorsque l'Iran est en train de répliquer sur les centrales électriques, sur les aéroports, sur les bases militaires, ils sont en train de toucher même au cœur de l'économie américaine. Pour ceux qui ne se rendent pas compte. Alors là, mesdames et messieurs, la réplique iranienne est à la hauteur. Les attentes de la réplique iranienne ne sont pas des moindres. Et les États-Unis, qui avaient annoncé une Iran déjà pliée, ne vont pas nous dire qu'ils sont surpris. Alors que tous les experts avaient confirmé que les capacités iraniennes restaient intactes. Lorsque l'Iran a annoncé hier qu'ils peuvent tenir sur une dizaine d'années, je me pose la question sur ce qu'il en resterait des supplétifs des États-Unis dans la région du Golfe Persique. La partie est prête à commencer entre les États-Unis et les Houthis du Yémen. L'un des chefs militaires américains annonce aux Houthis yéménites que nos navires sont arrivés dans le Golfe Persique. Fin de citation. La réponse des Houthis est plus qu'électrique. Ils disent « Merci de nous avoir amené des cibles près de nos côtes. Ça va nous économiser du carburant. » Mesdames et messieurs, ce qui est en train de vouloir s'engager entre les États-Unis et les Houthis du Yémen, alors que ce n'est même pas encore fini avec l'Iran et les gardiens de la révolution, risque de s'annoncer plus électrique qu'avec ce qui se passe actuellement en Iran. Il faut le répéter ici, que les Houthis du Yémen, eux, ils n'épargnent rien sur leur passage. Et les États-Unis qui veulent ouvrir un nouveau front contre les Houthis du Yémen, ça risque d'aller très vite. L'Iran d'un côté avait épargné les portes d'avions américaines et la marine américaine qui avait été stationnée sur les côtes aux abords du détroit d'Ormuz. Mais il faut que les États-Unis donnent un seul tir sur les Houthis du Yémen. Et notamment, les Houthis du Yémen ne vont pas les faire de cadeaux. Ça sera sans pitié. Eux, ils n'ont rien à perdre. Ils vont tout de suite leur rentrer dedans, mesdames et messieurs. Ils ne vont pas épargner les États-Unis. À ce qui se constate, les États-Unis voudraient à tout prix faire des eaux du Golfe Persique le cimetière de la marine américaine. Bahreïn aurait une manière bizarre de faire sa guerre. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Pendant que l'Iran ciblerait explicitement les bases militaires et certains objectifs américains sur le territoire de Bahreïn, et notamment l'Iran voudrait que Bahreïn se pointe, mais Bahreïn dit non, il ne voudrait pas se pointer. Alors, mesdames et messieurs, cet article nous annoncerait que Bahreïn a lancé sa façon à lui d'entrer dans les hostilités. Bahreïn lui fait plutôt la guerre aux agents infiltrés iraniens sur son territoire. Donc, l'Iran, lui, il dit, il faut que tu viennes me confronter, mais Bahreïn lui dit non, je ne viendrai pas. Mais autrement, il enclenche ses hostilités. Alors là, avec cette manière de faire, mesdames et messieurs, vous comprendrez comme moi que l'Iran sème la trouille à tous ses voisins au Moyen-Orient et que personne, je dis bien, personne ne voudrait affronter ou confronter l'Iran. Pendant que l'Iran dit, je t'attends, je veux que tu répliques. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, au vu de tout ce que l'Iran aurait déployé comme missile sur le sol de Bahreïn,
Bahreïn n'a pas daigné répondre frontalement. L'Iran les a encore roulés. Regardez ce qu'a annoncé le président Trump. La seule garantie que je dois avoir, c'est qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Ils ont accepté cela. Ils disent qu'ils ne développeront pas d'armes ni n'en achèteront. Mesdames et messieurs, je ne savais pas que Donald Trump était petit dans la tête comme ça. Les États-Unis sont tombés si bas comme ça, mesdames et messieurs. Donc l'Iran a donné les garanties à Donald Trump qui ne sera plus à la Maison Blanche dans 2 ans. On lui a donné les garanties que l'Iran n'obtiendra jamais d'armes nucléaires. Il ne va l'acheter. Et il a cru à ça. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, depuis 47 ans, l'Iran ne fait que rouler les États-Unis dans la farine sur ce même dossier. Et Donald Trump, il leur allait signer les accords de paix et dit que bon voilà, prenez tout ce que vous êtes en train de demander pour sauver la face. Il dit non, ils m'ont promis qu'ils ne vont jamais obtenir l'arme nucléaire ni l'acheter. Vous croyez à ça? Non. Si vous n'avez pas encore confirmé l'intelligentsia de l'Iran, il est l'heure de vous asseoir et de donner les mains à l'Iran, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que l'Iran, ce sont des maîtres calculateurs. Ce dossier iranien est tombé sur combien de mains de présidents américains? Vous pouvez compter. George Bush père, George Bush fils, Obama, Biden, Clinton. Et c'est toujours le même langage. On a obtenu un accord avec l'Iran. Ils ne vont pas développer l'uranium. Ils ne vont pas enrichir. Mais on revient toujours sur la case de départ. Mesdames et messieurs, l'Iran a un objectif. Et tant que l'Iran n'atteint pas cet objectif, je peux vous garantir, écrivez ça quelque part, l'Iran obtiendra forcément l'arme nucléaire. Ils sont les maîtres des calculs. Les Perses pour les mathématiques, on ne joue pas avec eux. Ils savent très bien que Donald Trump va partir comme ceux qui étaient là. Il partira comme Obama. Il partira comme Biden. Donc on pouvait accepter ça si les États-Unis avaient un royaume, à moins que Donald Trump a entrevu d'installer son royaume aux États-Unis et de se faire roi à vie. Même jusque-là, il a aujourd'hui près de 80 ans. Il ne va pas rester, même s'il faisait un royaume aux États-Unis, il ne resterait pas aussi longtemps que ça. Donc, mesdames et messieurs, l'Iran vient encore de prouver une fois de plus qu'elle a une longueur d'avance sur les États-Unis. Et les États-Unis, une fois de plus, se ridiculisent. Ils montrent par là qu'ils sont une jeune nation. Les Iraniens ont passé le temps à dire que vous n'avez que 200 ans d'existence, pendant que vous faites face à un pays qui a des millénaires d'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Les États-Unis viennent encore de prouver qu'ils sont très petits dans la tête, malgré leur slogan de première puissance mondiale. Désolé. Projet d'accord. Les États-Unis et leurs alliés vont devoir présenter des plans de reconstruction pour l'Iran et le montant minimal est faramineux, 300 milliards de dollars. Certains observateurs estiment que c'est une manière pour Donald Trump de payer la paix et d'acheter la stabilisation du système. D'ailleurs, concrètement, 300 milliards pour l'Iran, ça représente quoi ? Juste un chiffre, une installation nucléaire, c'est entre 5 milliards et 10 milliards quand on la fabrique, quand on la construit. Ouais. Donc 300 milliards, c'est les 30 sites qui ont été quasiment détruits. Grâce à ces 300 milliards, ils reconstruisent tout. Autre volet financier, le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au cours de la période de négociation de 60 jours. Et la subtilité, c'est que Téhéran veut d'ores et déjà en recevoir la moitié, 12 milliards, d'ici vendredi. Une garantie pour l'Iran qui redoute que les États-Unis ne respectent pas cette part du marché. Un signal, en fait, pour établir un minimum de confiance. Et puis enfin, il y a ce point à rajouter au dernier moment, des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz. 300 milliards de dollars. Les contribuables américains réalisent qu'ils vont payer quelques 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran, après avoir dépensé 80 milliards de dollars pour le détruire. Et cela après plusieurs semaines de conflits durant lesquels l'Iran a détruit des bases militaires américaines, des radars, des drones, des infrastructures militaires, des avions et infligé des pertes humaines aux forces américaines tout en lançant des missiles contre Israël et dans l'ensemble de la région. Autre point, Washington s'engagerait également à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran, à retirer
les forces armées yéménites se sont vues contraints de bombarder leur propre aéroport à cause d'un avion iranien qui s'apprêtait à atterrir. Le phénomène, les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Tous les médias en parlent. Les autorités yéménites reconnues à l'international, en synergie d'action, en intelligence avec l'Arabie Saoudite, ont procédé à ce bombardement. L'objectif était de bombarder l'avion iranien qui transportait une délégation houthis. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et pourquoi cela? Pourquoi les autorités osent bombarder leur propre piste, leur propre aéroport? Qu'est-ce qui se cache derrière? Selon l'information officielle, c'est une nouvelle crise qui vient d'éclater au Yémen autour d'un avion iranien. La piste de l'aéroport de Sanaa, contrôlée par les Houthis, a été frappée alors qu'un appareil iranien tentait d'y atterrir. Le gouvernement yéménite, reconnu à l'international, affirme avoir visé la piste pour empêcher l'avion de se poser. De leur côté, les Houthis accusent directement l'Arabie Saoudite d'avoir mené des frappes. L'avion iranien, malgré les bombardements, là où vous allez comprendre que les Iraniens ont une tête dure, malgré que la piste est en train d'être bombardée, l'avion, au lieu de se retourner en Iran, a préféré être dérouté, prendre un autre chemin pour aller atterrir sur un autre aéroport, toujours du côté du Yémen. Maintenant, cette fois-ci, sur un territoire véritablement sous le contrôle des Houthis. Alors, qu'est-ce que cet avion transportait? Ou qu'est-ce que cet avion représentait pour provoquer une telle réaction militaire aussi brutale, qui est d'une rareté inédite? Bombarder la piste pendant que l'avion s'apprête à atterrir. Le premier élément de réponse, c'est que une liaison aérienne directe entre l'Iran et les Houthis inquiète l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui est derrière tout ça. Un pont aérien, liaison directe, Iran, Yémen, ça ne plaît pas à l'Arabie Saoudite. Pas du tout. Le problème dépasse largement le vol qu'ils ont voulu empêcher d'atterrir. Les forces soutenues par l'Arabie Saoudite redoutent qu'une connexion aérienne directe entre l'Iran et les zones houthis ne devienne un nouveau corridor stratégique. Selon le Financial Times, le camp anti-houthis craint notamment un renforcement du soutien iranien. En termes clairs, eux, ils ont peur que l'Iran transporte des armes, que l'Iran transporte des systèmes de défense pour les Houthis du Yémen. Et nous savons ce que les Houthis du Yémen jouent comme rôle dans la mer Rouge. Ils sont les premiers spécialisés dans la perturbation des navires occidentaux qui y passent. Les Houthis du Yémen sont en train de voir ce qui se passe entre l'Iran et Washington du côté du Golfe Persique ces derniers temps. Et donc les Houthis du Yémen sont prêts à relancer les hostilités avec Israël. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles jusqu'à présent Israël refuse de se mêler des frappes qui sont en train d'être effectuées entre Washington et l'Iran depuis déjà 2 ou 3 jours. Depuis déjà 2 ou 3 jours, nous voyons ce qui est en train de se passer. Alors, voici l'une des difficultés auxquelles du moins Israël et les soutiens d'Israël dans la région sont confrontés. C'est la position des Houthis du Yémen qui n'arrêtent pas du tout de soutenir sur tous les plans l'Iran. Donc, mais dans le constat réel, c'est quoi? L'avion transportait une délégation Houthis venant de l'Iran. Selon l'agence Presse France, des responsables Houthis se trouvaient à bord de l'avion après avoir participé aux funérailles du guide suprême iranien. Mais pour eux, ces responsables Houthis se retournent au Yémen avec des armes. Donc ce sont surtout les prochains vols qui posent problème.
le vol en question a été empêché. Mais ça atterrit sur un autre aéroport du côté de la mer Rouge. Mais les vols futurs. Donc, une liaison régulière pourrait servir au déplacement des responsables et à la coopération politique militaire. Et selon les soupçons du camp adverse, cela va faciliter d'autres formes de soutien iranien. Alors, le gouvernement yéménite veut reprendre le contrôle de son espace aérien. Ils ne veulent pas laisser l'Iran et les Houthis continuer à mieux collaborer. Donc, il faut dire simplement que les forces armées du gouvernement Houthis, qui est reconnu internationalement, puisqu'au Yémen, j'ai dit gouvernement Houthis, du gouvernement yéménite, reconnu internationalement, ne veulent pas voir les Houthis continuer à collaborer avec l'Iran. C'est pourquoi ils ont bombardé leur propre piste. Il ne faut pas l'oublier, au Yémen, c'est le désordre total. On a les Houthis qui sont là. Eux, ils sont là dans leur camp. Ils ont leur zone qu'ils contrôlent. Et de l'autre côté, nous avons qui? Nous avons un gouvernement reconnu à l'international, mais qui n'a pas trop la même mise sur les réalités du terrain. Voici le gros problème. Alors, cette frappe qui vient d'intervenir, est-ce qu'elle peut rallumer directement la guerre entre l'Arabie Saoudite et les Houthis? Voici la question qui se pose. Surtout, ça se passe à un moment où l'Arabie Saoudite et les autres États du Golfe Persique sont en train de soutenir Washington à transformer leur pays en plateforme de violence contre l'Iran. Nous avons vu le Koweït qui a servi de base de lancement des missiles sol-sol contre les côtes iraniennes au niveau du détroit d'Ormuz. Donc, la vérité c'est que il y a un risque d'embrasement régional. Et les Houthis du Yémen, ils n'ont pas de tête. Ce qui vient de se passer, ils considèrent cela comme étant un affront direct. Un défi direct. Puisque c'est l'Arabie Saoudite qui est accusée, ce serait une bonne opportunité de donner une très bonne leçon à l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite aussi a eu quel cœur et quel courage. Puisque ces gens-là connaissent les Houthis du Yémen. Ils les connaissent. Ce sont des crânes brûlés. Alors, des missiles Houthis ont déjà été lancés vers l'Arabie Saoudite, il faut le rappeler. Riyad affirme avoir intercepté des missiles balistiques visant le sud du royaume. C'est une évolution lourde parce que la confrontation directe entre les deux camps avait été largement contenue depuis la trêve de 2022. Mais ces dernières heures, on a appris que les Houthis ont lancé des missiles qui ont été interceptés par l'Arabie Saoudite. Donc, le conflit entre l'Iran et les États-Unis commence à réveiller d'anciens fronts. Et c'est pourquoi il faut faire très attention parce que nous partons tout doucement vers un embrasement régional, ce qui complique la donne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci, je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Papa God, avec bien sûr de nouvelles actualités.